Quand on est cadre, c'est pas toujours facile de sortir du cadre. Grâce à son réseau de 15 000 employeurs, Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. De quoi donner la chance de changer de cadre à tous les cadres qui ne peuvent plus encadrer leur job. Ça fait beaucoup de cadres en une seule phrase. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr. Les podcasts du Figaro. J'ai perdu 2 fois mon frère. La première perte fut un éloignement interminable de presque 40 ans, durant lesquels la maladie mentale me privera chaque jour un peu plus de mon premier écho. Parce qu'il sera inadmissible pour moi que la schizophrénie me prenne mon frère, je passerai, pendant tout ce temps, par l'insouciance, l'aveuglement, le déni, l'illusion, l'évitement, la distance, mais aussi l'abattement, la tristesse, la colère, la thérapie, l'alcool, l'isolement, le mensonge, la peur, jusqu'à la cassure aussi, pour me sauver moi-même. Pendant presque 40 ans, mon frère aura été là sans plus vraiment être là. Lui, mais plus lui. Un autre. Aliéné par un diable vicieux, sadique, qui se fait jouer de lui et de nous, sa famille. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait d'Un frère de David Thomas, publié aux éditions de l'Olivier. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce livre. Bonjour David Thomas. Bonjour. Vous publiez Un frère, un récit intime, sincère et bouleversant sur la lutte qu'a pu mener votre frère contre la schizophrénie. Dès le début du livre, vous rappelez que vous vous êtes interdit d'écrire ce qu'a traversé Édouard, votre frère. À cause de vos doutes, de votre peur de ne pas savoir quoi dire sans risquer de le trahir, ou d'enjoliver sa souffrance. Mais c'est ce qui fait la force de votre livre, il est juste. Vous n'écrivez pas sur la mort de votre frère, mais sa vie. Il est juste parce que vous racontez votre frère, malgré la maladie qui le ronge et l'efface. Il est juste parce que vous êtes de l'autre côté, vous montrez la place qu'ont les proches. Vous rappelez leur espoir, mais aussi leur impuissance à aider le malade. Il est juste parce que vous dites ce que peut ou ne peut pas faire l'écriture. C'est un beau et tragique récit sur l'amour fraternel, la maladie mentale, l'échec et le pouvoir du langage. Vous vous êtes interdit à écrire sur l'histoire de votre frère pendant 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement un jour à écrire sur lui ? Je dirais plusieurs choses. D'abord, je m'étais interdit de le faire pendant 20 ans parce que mon frère était vivant. Et qu'il était impensable que j'écrive et je publie un livre sur ce qu'il a traversé de son vivant. Ensuite, parce que moi, j'étais encore dedans. Et puis, pourquoi 2 ans après ? Probablement parce que j'estimais que c'était le moment ou jamais. C'était le moment opportun, le kairos. Voilà, c'était maintenant. J'avais aucune envie de le faire, mais je sentais que j'avais pas le choix, que j'avais pas d'autres pistes d'écriture. En fait, ça s'est imposé, tout simplement. Et d'ailleurs, vous faites parler au début de votre livre, votre frère, il est très dur à votre égard. Tu n'aurais jamais osé faire ça de mon vivant, c'est ce qui vous lance, c'est-à-dire écrire. Il vous reproche de vous servir de sa vie. Est-ce que c'est ce que vous pensez qu'il vous aurait dit ? De son vivant ? Oui. Évidemment. Alors, il n'aurait jamais toléré de son vivant que j'écrive sur ça. Alors, et je pense qu'il aurait eu raison. D'accord. Si j'avais été à sa place, moi-même, je ne l'aurais pas accepté. Mais alors, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce livre ? Ah, ça, j'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Et vous l'avez fait lire, d'ailleurs, à votre famille ? À mon frère, mon autre frère, Ouais. mais pas mes parents. Mes parents n'ont pas souhaité le lire. Et votre frère, alors ? Qu'est-ce qu'il en a ? Mon autre frère, il est très heureux que j'ai pu faire ce livre. Ça raconte aussi ce qu'il a vécu, lui. Puisque le livre parle évidemment de la maladie d'Édouard, il évoque aussi le lien que j'ai eu avec lui et ce que nous, sa famille, nous avons aussi traversé. Donc pour mon frère aîné, ça lui donne voix à ce qu'il a vécu lui aussi. Quand on regarde votre bibliographie, vous êtes surtout présenté comme un auteur de nouvelles, voire de micro-nouvelles. Est-ce qu'il est plus difficile d'écrire sur une personne qui était proche de vous ou sur des personnages fictionnels et de partir ex nihilo ? Pour moi, c'est incomparable. C'est beaucoup plus facile d'écrire sur des personnages qui sont loin de moi. Ou plus exactement, moi, j'ai avancé masqué avec mes livres. C'était moi, mais pas moi. En fait, je m'arrangeais toujours pour que les émotions que j'ai traversées dans ma vie ou que j'ai pu éprouver, je les mettais dans d'autres situations, avec d'autres personnages. On ne me reconnaissait pas. Mais là, ce n'était pas du tout la même chose. Et puis, ça ajoute que
Moi, j'ai jamais écrit d'autofiction, entre guillemets. Oui, Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'était la première fois que j'écrivais sur mon vécu. Là, je pouvais plus me cacher. J'ai horreur de m'exposer. Je suis plus un animal de terrier. Moi, j'aime bien être dans mon coin. J'aime pas la lumière. Voilà, j'avais pas le choix. Donc, j'ai assumé, si vous voulez. Il y a un moment où je me suis posé la question. Un autre moment où je me suis dit, bon, tu vas arrêter de tourner autour du pot, tu vas y aller, et puis voilà. Alors justement, c'est ce que vous dites, c'est que c'est un livre qui s'est imposé à vous-même, mais il y a donc des moments de doute. Comment on fait pour dépasser, et transcender ce qui pourrait nous restreindre dans l'écriture? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi, malgré tout, à passer au-delà de l'empêchement, de cette peur presque d'écrire? C'est comme une randonnée. Il faut y aller. Voilà, on se lève le matin, il faut y aller, on repart. On ne sait pas très bien où on finira en fin de journée, mais il faut y aller, on y va. Voilà, et à la fin, vous êtes content? Content. Soulagé? J'ai le sentiment d'avoir fait au mieux au moment où je l'ai fait. Mais c'est très probable que dans quelques années, j'aurai plus de recul sur le livre. Là, j'ai quand même un regret. Moi, dans mes livres, il y a beaucoup d'humour. J'aime bien les auteurs qui sont à l'aise avec l'humour. Et je reconnais que là, j'en ai manqué. Oh, il y a des petites scènes. Par rapport par exemple, à Justine Lévy, dont j'ai lu le livre, je jalouse un peu l'humour qu'elle a. Voilà, au moment où j'écrivais, je n'étais pas capable. Voilà. Et alors justement, on a beaucoup parlé de santé mentale depuis le livre de Nicolas Demorand en mars dernier. Est-ce que vous pensez que la littérature puisse aider à changer de regard sur la maladie mentale? Et une deuxième question, est-ce qu'un livre comme le vôtre, notamment parce que vous parlez de schizophrénie, c'est une maladie stigmatisée, victime de préjugés, est-ce que ça peut aider aussi à sortir des clichés qu'on peut avoir sur cette maladie? Je l'espère. Ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'était absolument pas ça. Je le dis très clairement au début du livre. Voilà, moi, j'avais pas la volonté d'écrire un livre de plus sur la maladie mentale, sur les aidants, sur le deuil, sur la mort, etc. Il s'avère que j'ai été obligé de raconter tout ça parce que c'est l'histoire de mon frère et mon histoire aussi. Mais moi, j'avais pas du tout ce désir-là. Maintenant, si effectivement ça peut mettre la lumière sur cette maladie, tant mieux. Tout ce qui peut encourager et aider à mieux comprendre l'extraordinaire complexité de ces maladies, tant mieux. Quand vous racontez des scènes terribles dans le livre, notamment quand votre frère doit être hospitalisé sans son consentement, on l'attache à un brancard, il est shooté aux médicaments, vous racontez bien la difficulté qu'il y a à faire comprendre aux malades que le médecin est de son côté. Et au fond, on se dit qu'on connaît très mal la maladie mentale et que c'est un monde extrêmement obscur encore aujourd'hui. Oh oui, de ça je suis convaincu. Alors peut-être que des psychiatres vous répondront que ça s'éclaircit beaucoup, c'est vrai. Mais moi j'ai l'habitude de dire que, en termes de maladie mentale, on est passé de la préhistoire à l'Antiquité. Oui, donc on a encore une marge de progrès. Il y a quand même, il y a un énorme progrès. C'est vrai, depuis 80 ans, on a énormément progressé. Moi, j'ai une grand-mère qui était dépressive, qui a passé 15 ans en hôpital psychiatrique. Comparé, si vous voulez, à cette époque-là, on a fait d'énormes progrès. Mais quand on voit tout ce qui reste à faire, c'est vertigineux. Mais est-ce que la psychiatrie est à la hauteur, justement, d'aujourd'hui, peut-être? Mais la psychiatrie, elle fait ce qu'elle peut. Les psychiatres, ils font ce qu'ils peuvent. Les psychiatres, ils n'ont pas d'outils. Le problème de la médecine, c'est qu'elle ne veut jamais reconnaître son impuissance. Je peux m'autoriser à dire ça parce que je suis fils de médecin. Mais la réalité, c'est qu'on ne guérit pas de ces maladies-là. On stabilise. On peut stabiliser. Oui, on peut. Mais pas tout le temps, pas toujours. Donc on tâtonne, on essaye. Je dis ça parce que moi, mon frère, il a changé 150 fois de traitement en 40 ans. Donc ce qui prouve bien qu'on n'est pas encore tout à fait au point. Alors là où, à mon avis, il y a de gros progrès, c'est sur la fragilité mentale. C'est-à-dire que les gens ont tendance à confondre la fragilité mentale, qui peut concerner tout le monde, vous, moi. Tout le monde peut avoir un moment dans sa vie de dépression, de grande anxiété. Ça, c'est une fragilité mentale. Et là, effectivement, j'ai le sentiment que la science a fait beaucoup de progrès. On prend des médicaments pendant 6 mois, 1 an, et puis voilà, c'est fini, et puis tout va bien. On a beaucoup sensibilisé sur ces questions-là aussi. Oui, mais la fragilité mentale, c'est pas la maladie mentale. Et là, moi, en tout cas pour mon frère, on parle de maladie mentale. Et là, il y a, à mon avis, on a encore beaucoup à découvrir. Après, le cerveau est peut-être un des organes les plus mystérieux de notre corps, mais ce livre ne dénonce absolument pas... je veux dire, je pars pas sur cheval blanc à l'attaque de la psychiatrie. Mais ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, oui. Votre livre est sorti depuis 1 mois environ maintenant. On imagine que vous avez dû avoir pas mal de témoignages de gens qui sont venus vous voir en librairie ou qui ont dû vous envoyer des messages pour parler justement de leurs proches ou même de leur propre cas. Comment on fait pour se protéger aussi soi-même? On essaye de faire comprendre que chaque situation est unique. Moi, c'est compliqué. Je ne vous cache pas que ça m'est difficile de répondre. Aussi parce que je suis convaincu que chaque malade est unique, que chaque lien dans la famille est unique.
Si c'est sur les réseaux sociaux que je reçois des messages, je réponds pour dire quelque chose de gentil et tout ça, mais de toute façon, j'ai jamais cru, moi, au lien lecteur-auteur. C'est le livre, on a un lien avec le texte. Avec moi, c'est plus compliqué. C'est un livre sur la maladie de votre frère, mais aussi sur l'écriture, qu'elle peut ou ne peut pas faire. Il y a la tentation du vide, du silence qui revient à chaque chapitre. Pourquoi écrire? À quoi bon? Et vous écrivez d'ailleurs « Je n'ai jamais pensé que l'écriture pouvait me sauver de quoi que ce soit. Alors pourquoi écrire ?» Bonne question. Pourquoi continuer? Moi, je continue à écrire. À mon âge, si j'arrête, il ne se passera plus grand-chose. Que je n'ai rien trouvé d'autre pour donner du sens à ma vie. Bon qu'à ça, comme disait Beckett. J'ai pas osé la sortir parce qu'elle elle est tellement connue. J'ai pas osé. J'ai le sentiment qu'écrire ce genre de livre, c'est un peu comme ranger sa chambre. Vivre, c'est mettre du désordre. La vie, c'est le bordel. Et on a besoin, de temps en temps, de rassembler un peu les choses. Ça donne l'illusion, comme je l'écris dans le livre, on n'est plus sous la tutelle du réel. On a l'illusion de contrôler les choses. J'ai bien conscience que c'est temporaire. Je m'amuse toujours de ces gens qui écrivent des livres et qui traversent des choses un peu difficiles. Une fois qu'ils ont écrit le livre, alors comment allez-vous maintenant? Ça va beaucoup mieux. Je me méfie de ça. Moi, je pense que les choses restent. Mais pendant un certain temps, c'est un peu plus rangé. Ça se clarifie. Oui. C'est comme de l'eau, vous savez, avec les sédiments qui retombent, ça se clarifie, exactement. Vous êtes en lice pour plusieurs grands prix de l'automne, le Goncourt des lycéens, le Femina. Vous attendiez-vous à une telle réception? Et qu'est-ce qui fait que, justement, votre texte touche? Ce qui touche, moi, j'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre pour les lecteurs. Pour ce qui est des prix, moi, je prends ça comme un encouragement, un coup de pouce, un coup de lumière. Je ne suis pas naïf au point de penser que ça pourra aboutir sur un prix, mais déjà, pour un auteur comme moi, d'être sur ces premières listes, c'est un soutien. Voilà comment je le prends, moi. Je me dis, c'est sympa parce qu'ils me soutiennent. Je précise quand même que vous aviez eu le concours de la nouvelle aussi. Oui, non, mais moi, je suis un auteur à prix, moi. J'ai eu 6 prix en 9 livres. Voilà. Dont 2 vous êtes un peu habitué. Oui, non, mais attendez, dont 2 à l'Académie française et un Goncourt. Je suis un auteur à prix, mais je ne suis pas un auteur à lecteur. Alors après, c'est de ma faute. Je me suis un peu obstiné à faire des recueils de micro-nouvelles, d'instantanés. C'est comme si vous demandiez au lanceur de javelot pourquoi il est moins connu que celui qui court le 100 mètres. Oui, mais alors justement, là, vous êtes dans des listes de prix, notamment le Goncourt des lycéens, qui va vous permettre d'ouvrir à des lecteurs qui peut-être ne se dirigeaient pas vers vos livres. Ça, c'est formidable. Et Goncourt et Femina des lycéens. Aussi. C'est vrai. Oui, non, et Vepler et... Bon, attendez, il y a trop de listes de prix. Il y en a 6. Non, mais c'est un truc de dingue. Et le Grand Prix des lectrices de L. C'est comme un grand courant d'air frais et joyeux, de joie. C'est formidable. Et ça ne va pas durer, mais le temps que ça dure, moi, je profite. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Un frère, publié aux éditions de l'Olivier. Merci David Thomas. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Quand on est cadre, c'est pas toujours facile de sortir du cadre. Grâce à son réseau de 15 000 employeurs, Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. De quoi donner la chance de changer de cadre. À tous les cadres qui ne peuvent plus encadrer leur job. Ça fait beaucoup de cadres en une seule phrase. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr.